à présent les réalisations d'une amie d'Alfred Manessier, Elvire Jean, à laquelle nous avons dédié une exposition temporaire hors les murs cet été. J'ai choisi de présenter les réalisations de vitrail de cet artiste parce qu'à la différence de Manessier, de Jean Bazaine, de Jean Lemoyle ou même de Berthold, dont nous avons déjà beaucoup parlé au cours de cette journée, les réalisations de vitraux d'Elvire Jean demeurent encore méconnues aujourd'hui de la communauté scientifique et du grand public. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les vitraux d'Elvire Jean, je vais revenir un bref instant sur la carrière et la vie d'Elvire Jean afin de vous présenter cet artiste et de vous permettre de mieux appréhender ses créations de vitraux. Elvire Jean est une artiste d'origine arménienne. Elle est née en 1904 en Bulgarie, dans une famille de riches industriels, et voit son enfance bouleversée par la Première Guerre mondiale et les jeux d'alliance qui précipitent la Bulgarie aux côtés de l'Allemagne. Elle est envoyée en pensionnat en Suisse durant ses premières années, puis elle voyage en Europe et aux États-Unis, où elle va visiter pour la première fois des musées, découvrir la peinture d'avant-garde et décider à son tour d'embrasser la carrière de peintre. Elle se fixe en 1926 à Paris, où elle va suivre les cours de l'Académie Julian, où elle va faire la connaissance de Jean Bazaine et de Thérèse Simonet, la future épouse d'Alfred Manessier, avec lesquels elle se lie d'amitié. Elle rencontre Jean Lemoyle en 1937, Alfred Manessier en 1938, et va vivre principalement à Paris, bien qu'elle possède à partir de 1957 une maison dans le petit village de Moissac, dans le Var, dans le sud de la France, qui va l'inspirer tout au long de sa vie. Tout comme beaucoup d'artistes de sa génération, Elvire Jean débute sa carrière avec un art figuratif qui est encore très inspiré des peintres de la fin du XIXe siècle. Ici, un intérieur daté de 1940 où l'on peut encore percevoir l'influence du peintre Édouard Vuillard. Elle va progressivement abandonner la figuration au cours des années 40 et 50 en se nourrissant de l'influence des avant-gardes du début du XXe siècle, notamment le fauvisme et Cézanne, fauvisme qui est tout à fait perceptible dans cette toile. Elvire Jean, tout comme Manessier, tout comme Jean Bazaine, a toujours revendiqué un art non figuratif, mais elle refusait d'être assimilée à la peinture abstraite, qui, à son sens, se coupait complètement du monde réel, qui devenait trop intellectuel, tandis qu'Elvire Jean a toujours revendiqué une inspiration puisée dans la nature, dans le monde réel, dans cette nature qui la fascinait, dont les rythmes et l'énergie qu'elle souhaitait transcrire dans sa peinture, ce qui explique ces grands rythmes vers la droite que vous voyez ici, ces collines de Moissac, le village dont je viens de vous parler, qui l'a fortement inspirée. Sa palette chromatique se réduit au fur et à mesure de sa carrière et plus elle évolue, plus elle choisit des accords simples, des couleurs plus concentrées pour exprimer un concentré, un mouvement plus précis dans une toile, ce qui la conduit à la fin de sa vie à créer des toiles presque monochromes comme celles que vous pourriez voir ici. Nous allons parler de vitraux qui, pour la plupart, prennent place dans des édifices religieux. Il est donc intéressant de mentionner la spiritualité d'Elvire Jean. Je vous l'ai dit, elle est née dans une famille arménienne. Elle a donc été baptisée à sa naissance dans le rite orthodoxe arménien, mais elle se convertit en 1944 au catholicisme et a toujours nourri une profonde foi, ce qui a pu, au-delà du côté esthétique, motiver sa création de vitraux pour plusieurs édifices en France. Je tiens à mentionner que ce tableau fait partie d'une récente donation que nous avons reçue de Madame Nelly Forget, ici présente dans la salle, et qui a donc intégré les collections du musée Boucher de Perthes depuis cet été. Nous la remercions vivement. Qu'est-ce qui a conduit Elvire Jean à faire du vitrail ? On a mentionné sa foi, mais nous avons également un élément très important que j'ai pu découvrir au fil de mes recherches dans différents fonds d'archives. Pourquoi Elvire Jean a fait du vitrail ? Eh bien, cette réponse peut tenir presque en un seul nom, Alfred Manessier. En effet, Alfred Manessier a permis à Elvire Jean d'accéder à un grand nombre de commandes de vitrail, puisqu'il était énormément sollicité par un grand nombre d'autorités ecclésiastiques et de communes après son succès lors de sa réalisation de vitraux pour l'église des Brézeux. Ne pouvant honorer toutes les commandes, il va progressivement recommander un grand nombre de ses amis, dont Elvire Jean, pour réaliser des commandes de vitraux. Voici l'ensemble des réalisations d'Elvire Jean que j'ai pu répertorier en France et en Suisse. Cette carte se veut exhaustive au regard de mes recherches actuelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles pourront être complétées par la suite. Néanmoins, vous avez donc ici l'ensemble de ces réalisations. Je vais parler de chacune d'entre elles, à l'exception de celle qui se situe à Paris, qui est un cas mystère dans lequel je n'ai pas pu retrouver la trace des vitraux, et une église située près de Strasbourg, dans le quartier de la Roberceau, dont je n'ai malheureusement pas obtenu de visuel à vous présenter aujourd'hui.
Hormis cela, je vais suivre un plan chronologique qui va vous permettre de découvrir l'évolution des vitraux d'Elvire Jean depuis les années 50 jusqu'à la fin de sa vie. La première réalisation de vitrail d'Elvire Jean est pour l'église Saint-André d'Aisy-sur-Eure. Nous avons beaucoup parlé de l'Eure ce matin avec Monsieur Louet. Nous allons y retourner pour cette première réalisation de vitrail. Elvire Jean va être sollicité par l'architecte Maurice Novarina, que nous a présenté Monsieur Blin ce matin, figure clé du renouveau de l'art sacré en France, et qui est en 1957 architecte en chef de la délégation du ministère de la Reconstruction, qui est créée après la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir à toutes les reconstructions qui sont nécessaires sur le territoire, là où des destructions ont été occasionnées par le conflit. Pour cette église, Novarina va solliciter deux artistes, Elvire Jean, dont je vais parler tout de suite, mais également Raoul Hubac, qui va réaliser des vitraux en dalle de verre pour la nef de l'église, en créant ainsi de grands couloirs de lumière, avec un côté plutôt avec des tons bleutés parsemés de jaune, et un second côté avec des dominantes plus rouges et bleues. Elvire Jean va quant à elle réaliser un vitrail en dalle de verre pour la chapelle du matin, qui est légèrement excentrée par rapport à la nef de l'église et qui est aujourd'hui utilisée en tant que sacristie. Pourquoi Novarina s'est-il tourné vers Elvire Jean pour la réalisation de ce vitrail ? Alors, je n'ai pas trouvé ici de documents d'archives qui l'attestent. Néanmoins, il est tout à fait envisageable de penser que Novarina s'est d'abord adressé à Alfred Manessier pour la réalisation de ce vitrail. En effet, les deux hommes se connaissaient. Ils avaient été étudiants à la même époque dans la section d'architecture de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et on peut tout à fait imaginer que Novarina ait d'abord pensé à Manessier pour la réalisation de ce vitrail. Néanmoins, à cette date, Manessier est occupé sur la réalisation des vitraux de la chapelle d'Aime près de Lille. Il ne peut donc pas honorer la commande. Et les amis qu'il a l'habitude de recommander pour la création de vitraux, Jean Bazaine et Jean Lemoal, sont également occupés sur d'autres projets. Ils ne peuvent donc pas répondre à la sollicitation de Novarina, et on peut tout à fait imaginer que c'est dans ce cadre que Manessier ait décidé de recommander Elvire Jean pour ce travail. Pour cette première réalisation, Elvire Jean collabore avec le maître verrier Jean Barillet, dont nous avons parlé ce matin. Nous avons également parlé de son père, Louis Barillet, qui a beaucoup œuvré dans les églises de la reconstruction de la Première Guerre mondiale. Son fils Jean Barillet a, lui, œuvré dans les églises de la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale, et c'est lui qui va ici exécuter le vitrail d'Elvire Jean. Détail de la signature de Jean Barillet et d'Elvire Jean. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans ce vitrail, c'est que l'on remarque une grande corrélation entre la composition que propose Elvire Jean dans ce vitrail et sa création picturale de la même époque. Dans ce tableau intitulé « Paysage du Midi », qui a été peint un an avec la création du vitrail d'Aisy-sur-Eure, on retrouve ce même mouvement vers la droite qui anime le vitrail, mais également des couleurs très similaires, les bleus, les rouges, les jaunes. Et c'est tout à fait intéressant car Manessier, par exemple, concevait l'évolution de ses créations de vitrail et l'évolution de sa peinture comme deux évolutions distinctes. Elvire Jean, au contraire, tout au long de sa vie, on va retrouver une grande corrélation entre ses créations de vitraux et sa peinture. Ici, la composition qu'elle utilise pour le vitrail d'Aisy-sur-Eure et la composition de ses peintures qu'elle utilise à la fin des années 50 et jusqu'au milieu des années 60, puisque nous avons ici un tableau intitulé « Les collines » où l'on retrouve exactement le même mouvement. Les blancs que l'on trouve sur le tableau des collines correspondent presque au tracé des lignes de béton de la dalle de verre du vitrail d'Aisy-sur-Eure. Novarina a probablement été satisfait de sa collaboration avec Elvire Jean à Aisy-sur-Eure, puisqu'il va la solliciter une seconde fois, quelques années plus tard, pour l'église Notre-Dame de Bélligny à Villefranche-sur-Saône. Alors, l'église d'Aisy-sur-Eure était une église de la reconstruction. Ici, nous allons nous situer dans une création ex nihilo d'une église dans un quartier ouvrier qui est en pleine expansion dans les années 1960. Et donc, Novarina est chargée de construire un ensemble d'infrastructures pour le quartier, une halle couverte, un centre social et une église pour accueillir l'afflux de la population qui vient s'installer dans le quartier de Notre-Dame de Bélligny. Il va confier à Elvire Jean la réalisation des vitraux du chœur de l'église. Et donc, elle va cette fois réaliser deux dalles de verre qui prennent place de part et d'autre de l'autel. Vous avez ici une première réalisation avec effectivement les deux parois de dalles de verre qu'elle réalise pour cette église. Les dominantes violet-bleu se trouvant à la gauche de l'autel, la dominante rouge à sa droite. Elle travaille pour cette réalisation avec le maître verrier Bernard Alain, qui a également exécuté des vitraux pour Jean Bazaine et pour Jean Lemoal.
La symbolique des couleurs est tout à fait intéressante. On peut tout à fait imaginer que cette dominante de violet d'une part de l'autel et de rouge peuvent être une allusion au vin et au sang, et donc à l'Eucharistie, ce qui a tout à fait son sens de part et d'autre de l'autel. Encore une fois, on retrouve une grande corrélation entre les compositions d'Elvire Jean en vitrail et ses créations picturales de la même époque. Ici, un tableau créé 2 ans avant le vitrail de Villefranche-sur-Saône. On le retrouve, ce grand mouvement vers la droite, cet élancement, des couleurs très similaires, mais transposées dans le matériau de la dalle de verre. Elvire Jean a beaucoup pratiqué la dalle de verre au début de sa carrière, et pour cause, elle a énormément créé pour des églises ex nihilo ou des églises neuves, donc dans le cadre de la reconstruction ou dans le cadre de créations nouvelles pour des villes en pleine expansion. Ce fut également le cas pour la chapelle du couvent des franciscains qui s'implante à Boulogne-sur-Mer en 1963. Il s'agit d'une église qui est édifiée par l'architecte André Duftel, et ici nous avons bien la preuve, grâce à des documents de correspondance et des archives, que l'architecte s'est d'abord adressé à Alfred Manessier pour la réalisation de ce vitrail. Manessier ne pouvant honorer la commande, il recommande Elvire Jean pour ce travail, et l'architecte s'adresse donc à elle pour la création des vitraux de cette église. Visiblement, André Duftel aurait voulu initialement confier la réalisation de l'ensemble des vitraux à un seul artiste, mais devant la complexité du plan de l'édifice, il aurait finalement décidé de répartir le travail. Il va donc confier une partie des vitraux à Raoul Hubac, qu'Elvire Jean avait donc connu à Aisy-sur-Eure, mais également une partie des vitraux, notamment pour la partie haute de l'église, à Léonzac. Elvire Jean va réaliser pour sa part un vitrail en dalle de verre pour le baptistère. Alors aujourd'hui, ce bâtiment existe toujours, mais il ne s'agit plus d'une église, elle a été désaffectée du culte, il s'agit d'un centre social, mais le vitrail est toujours visible à l'intérieur de ce centre social. Et chose tout à fait intéressante, ce vitrail donc a été recensé par les services de l'inventaire des Hauts-de-France. Cependant, un travail en archives, et notamment dans la revue Art chrétien, qui recensait les nouvelles créations d'églises dans les années 60 et 70, a dédié en 1964 un article à l'église de Boulogne-sur-Mer qui mentionne bien Elvire Jean, mais qui mentionne non pas une, mais 2 créations de vitraux. Donc Elvire Jean a probablement réalisé un deuxième vitrail pour cette église que je ne connais pas, que le service de l'inventaire ne connaît probablement pas. Et donc je devrais me rendre prochainement à Boulogne-sur-Mer pour essayer d'obtenir un visuel de cette église. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'églises neuves qui avaient été construites ou reconstruites à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais Elvire Jean a également fait des réalisations pour des édifices plus anciens. Sa première expérience en ce domaine fut celle qu'elle fit à l'église Saint-Servais à Saint-Servant-sur-Oust, dans le Morbihan, en Bretagne, où elle collabore cette fois-ci avec ses amis Jean Lemoal et Jean Berthold pour la réalisation de verrières, dans une église dont les parties les plus anciennes datent du XVe siècle, mais avec des ajouts postérieurs tout au long de l'époque moderne et du XIXe siècle. Ici encore, la plupart des documents qui mentionnent cette réalisation indiquent qu'Elvire Jean a réalisé un vitrail pour cette église. Néanmoins, après avoir reçu l'ensemble des photographies des verrières pour cette église de la part de la commune de Saint-Servant-sur-Oust, j'ai eu la surprise de découvrir qu'Elvire Jean a probablement réalisé non pas un, mais 2 vitraux. Le vitrail jaune que vous voyez sur la gauche de l'écran est celui qui m'a été désigné comme étant certainement de la main d'Elvire Jean. Mais il y avait également ce vitrail bleu qui n'était attribué à aucun artiste en particulier. J'ai ensuite eu l'occasion de comparer ces réalisations avec le reste des verrières. Nous avons aperçu l'une des créations de Jean Berthold ce matin dans la présentation de Monsieur Blin. Voici l'ensemble des réalisations de Berthold pour l'église de Saint-Servais, qui ont donc une unité de style tout à fait identifiable. J'ai ensuite pu observer les réalisations de Jean Lemoal, qui présentent également une grande unité stylistique. Ces vitraux sont tous de la même main, tout comme ceux de Jean Berthold. Et lorsqu'on observe toutes ces verrières, il devient évident que le vitrail bleu sur votre droite a également été réalisé par Elvire Jean. Ce qui est intéressant dans cette création, qui est également faite par Bernard Alain, le maître verrier qui avait accompagné Elvire Jean en dalle de verre à Villefranche-sur-Saône et qui traduit ici son vitrail en verre traditionnel et plomb, c'est qu'ici, les lignes de béton de la dalle de verre ne sont plus là pour donner ce grand mouvement vers la droite que l'on retrouvait dans les compositions d'Elvire Jean dans les années 50. C'est donc vraiment les verres de couleur qui viennent donner le dynamisme de la composition, sans que l'on perçoive encore tout à fait le mouvement qu'Elvire Jean souhaite donner à cette composition, comme si elle cherchait encore ce rythme qu'elle va petit à petit trouver dans le verre et plomb
des vitraux traditionnels. Je vous propose maintenant une incursion en Suisse, à la suite du propos de Madame Sauterelle. Michel Etchinger a collaboré avec Manessier, mais il a également interprété un grand nombre des cartons des peintres de l'école de Paris qui ont fait des créations en Suisse, et il a interprété le travail d'Elvire Jean pour une petite église rurale à Notre-Dame-de-Tours, dans la localité de Coussay. Elvire Jean est sollicité pour cette réalisation par le chanoine Gérard Foulgue, qui est un grand promoteur de l'art sacré non figuratif en Suisse, qui a invité tous ces peintres de l'école de Paris à faire des créations pour des églises en Suisse romande, et qui a donc permis à Elvire Jean de réaliser une création pour l'église Notre-Dame de Tours. Cette église, dont les origines remontent à l'époque paléochrétienne, a été remaniée à plusieurs reprises et elle fait l'objet de restaurations dans les années 70. Et à cette occasion, le chanoine Foulgue décide de donner de nouvelles verrières à cette église et de solliciter d'abord Manessier. Puis, quand Manessier lui répond qu'il n'est pas disponible pour cette création, le chanoine Foulgue lui demande son avis sur les talents d'Elvire Jean en la matière, et Manessier ayant approuvé l'idée, le chanoine Foulgue se dirige donc vers Elvire Jean et va lui confier la réalisation de 6 baies. Donc nous sommes ici d'un côté de la nef, nous avons 3 autres réalisations en parallèle des verrières que nous voyons ici d'extérieur. Ce qui est intéressant pour ces réalisations, c'est que nous possédons les pré-maquettes, les dessins préparatoires réalisés à l'aquarelle par Elvire Jean, qui sont donc les dessins qu'elle a soumis à Michel Etchinger pour une adaptation en carton et donc une création de vitraux. Il y a donc 6 baies qui sont toutes dans ce style très ascendant, avec certains à dominante de bleu, d'autres plus à dominante de rouge. Et encore une fois, on retrouve un très grand parallèle entre cette proposition de maquette et ces compositions picturales de la même époque. Ici, un tableau réalisé 1 an avant les vitraux de Notre-Dame de Tours. C'est exactement le même rythme, le même mouvement qu'elle cherche à traduire dans ses aquarelles. L'aquarelle est un matériau fluide qui permet un grand nombre de fondus qui ne sont pas forcément évidents à traduire en vitrail, ce qui suppose un grand dialogue entre l'artiste et le maître verrier pour effectuer le rendu. Et lorsqu'on observe les réalisations de vitrail de Michel Etchinger, on voit que la composition a été conservée, mais qu'il y a comme une certaine difficulté à choisir les nuances pour traduire les fondus à l'aquarelle qui étaient très évidents. Michel Etchinger semble ici avoir privilégié le mouvement ascendant de la composition en essayant de traduire ces rythmes, mais l'on voit effectivement que certains effets de fondu ont été atténués dans le choix des verres. Il serait intéressant ici d'avoir l'étape intermédiaire de réalisation des vitraux, c'est-à-dire les cartons. Nous avons la réalisation finale des aquarelles. Le carton nous permettrait peut-être de voir le dialogue qui s'est établi entre Elvire Jean et Michel Etchinger pour définir les couleurs qui sont à adapter dans le vitrail et finalement arriver à la réalisation finale que nous avons ici. Petit focus sur les différentes signatures des artistes. Et j'ai trouvé intéressant de vous mettre en parallèle les aquarelles préparatoires et les réalisations de Michel Etchinger qui permettent vraiment de mesurer tout le travail d'interprétation et de transposition qui nécessite vraiment une collaboration fine entre l'artiste et le maître verrier pour parvenir à traduire une atmosphère, l'atmosphère de la prémaquette. Revenons maintenant en France, pas très loin de la frontière suisse, mais bien en France, dans une petite église de campagne, l'église Saint-Georges du Bizeau, qui est ici une réalisation qui a la particularité de s'être déroulée en 2 temps. 2 premières baies ont été réalisées en 1969 et une dernière en 1978. L'église du Bizeau est une église comme à Saint-Servant-sur-Oust ou comme à Notre-Dame de Tours, une église ancienne, dont les origines remontent au XVe siècle, et donc qui va bénéficier de 3 verrières réalisées par Elvire Jean. Cette création s'est déroulée en 2 temps. Elle a également été réalisée par 2 maîtres verriers différents. C'est Jean Barillet qui avait réalisé la première dalle de verre d'Elvire Jean à Aisy-sur-Eure qui va exécuter les 2 premières baies qu'elle crée en 1969. Et ce sont les ateliers lorrains qui vont réaliser la dernière baie de 1978. Voici donc les réalisations de Jean Barillet, exécutées donc en 1969. Nous avons bien une facture qui atteste de la création de ces 2 vitraux. Et nous avons également la chance d'avoir l'aquarelle préparatoire pour l'une des 2 réalisations, donc qui nous permet encore une fois de comparer le travail d'Elvire Jean et l'exécution par Jean Barillet, qui a ici privilégié un choix avec des nuances de couleur de vert pour traduire ces effets de fondu que l'on remarque dans le travail d'Elvire Jean.
La maquette est datée de 1969, il n'y a donc aucun doute que c'est bien pour cette église qu'elle a composé cette aquarelle. En 1978, le Biseau revient vers Elvire-Jean pour créer un second vitrail en parallèle de celui qui avait été exécuté par Jean Barillet en 1969, qui s'insère donc également dans une voûte gothique à meneaux. Elvire-Jean semble avoir proposé dans un premier temps un projet avec des tons plutôt bleutés, mais les maîtres d'œuvre lui conseillent de rester sur des tons chauds qui s'harmoniseront avec le vitrail créé par Jean Barillet. Elvire-Jean respecte la commande de la commission d'art sacré et de la ville et va donc créer ce vitrail en collaboration avec les ateliers lorrains, après avoir consulté Jean Lemoal et Manessier sur ce projet. Il s'agit à notre connaissance de la seule collaboration d'Elvire-Jean avec les ateliers lorrains. Une petite église à présent sur laquelle je n'ai qu'assez peu d'informations, l'église Saint-Jean-Baptiste de Levier, toujours dans le Doubs, réalisée en 1979. Il s'agit d'une église pour laquelle Elvire-Jean va travailler pour 2 vitraux dans le chœur. Et ces vitraux sont intéressants essentiellement parce que leur style diffère fortement des vitraux que nous avons vus à présent. Il se rapprocherait plus de la composition qu'elle a faite pour Notre-Dame de Tours en Suisse, mais elle retrouve ici le maître verrier Bernard Alain. Et surtout, elle fait un choix de couleurs dans les verres qui sont assez inhabituels dans sa carrière, notamment par l'emploi de ces verres pâles à gauche et des roses assez clairs sur la droite, dont je n'ai pas retrouvé d'autres occurrences dans ses réalisations de vitraux. En 1982, Manessier est contacté par l'abbé Himmelspach, qui est alors le curé doyen de l'abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul d'Ottmarsheim, qui est une église à plan octogonal, unique en Alsace, dont le plan est calqué sur la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, dans des dimensions plus réduites, bien entendu. C'est donc une église ancienne qui a des éléments de décoration à la fois carolingiens, ottoniens et gothiques. Et dans les années 80, elle bénéficie d'un chantier de restauration qui va permettre de solliciter Manessier pour la création d'un vitrail dans le chœur de l'église. Le vitrail se situe donc derrière l'autel où est célébrée la messe, dans le chœur est de ce plan octogonal, et l'abbé va donc solliciter Manessier pour une réalisation. Manessier va décliner l'offre de l'abbé Himmelspach puisqu'il explique qu'à son sens, l'Église bénéficie déjà d'une harmonie de lumière que la création d'un seul vitrail contemporain pourrait rompre. Il choisit donc de ne pas répondre à la sollicitation de l'abbé. Et je n'ai pas trouvé d'autres éléments de correspondance qui permettent d'éclairer la suite des échanges entre les deux hommes. Toutefois, on peut tout à fait imaginer qu'après le refus de Manessier, il ait pu recommander Elvire-Jean pour la création de ce vitrail. Elvire-Jean va donc accepter la commande et elle va travailler pour cette réalisation avec le maître verrier Éric Bonte, qui possède aujourd'hui un important atelier de vitrail, mais qui en 1983 démarrait tout juste sa carrière et qui va réaliser donc ce vitrail à la fois dans les tons chauds et froids, tout en jouant sur l'épaisseur des plombs. Vous remarquerez que certains sont plus fins que d'autres pour donner une certaine composition au vitrail d'Elvire-Jean. Un détail de leur signature et petite anecdote, je pense que vous arrivez à le lire. Le vitrail semble avoir été financé par des paroissiens pour leurs 50 ans de mariage, puisque nous avons la mention Noces d'or, juin 1981. J'en arrive aux 2 dernières réalisations de vitrail d'Elvire-Jean. L'église tout d'abord Saint-Nazaire et Saint-Cels à Chenôve, tout près de Dijon, en 1985. Alors, il s'agit d'une église également très ancienne qui avait appartenu à l'époque médiévale aux chanoines d'Autun et qui bénéficie également de restauration dans les années 80. C'est l'abbé Louis Ladet qui va encore une fois contacter d'abord Alfred Manessier pour la réalisation d'un vitrail dans cette église. L'abbé Louis Ladet contacte Manessier en connaissance de cause puisqu'il est également un grand promoteur du renouveau de l'art sacré dans le diocèse de Dijon. Il avait notamment contacté le père Couturier pour une réalisation dans l'église rurale de Jansigny dans les années 70. Des vitraux avaient donc été réalisés sur les dessins du père Couturier et exécutés par Marguerite Hury. L'abbé Louis Ladet est donc parfaitement au fait des nouvelles créations de vitraux non figuratifs lorsqu'il contacte Manessier. Manessier a visiblement envisagé un temps d'accepter le projet. Il a même essayé de préparer une venue à Chenôve pour se rendre compte de la luminosité de l'église. Mais il est en même temps à cette époque sur d'autres projets, ce qui ne lui permet finalement pas d'honorer la commande. Et il va à nouveau recommander Elvire-Jean pour la réalisation du vitrail de cette église.
Elvire Jean va travailler avec un nouveau maître verrier à Chenôve, Jacques Bonny, qui était également peintre, qui a été un grand promoteur du renouveau de l'art sacré. Et cette double compétence de peintre et de maître verrier va permettre à Jacques Bonny et à Elvire Jean de parfaitement s'accorder et va donner à Jacques Bonny une meilleure compréhension des aquarelles préparatoires d'Elvire Jean pour pouvoir ensuite les transcrire en vitrail. Ce qui est tout à fait intéressant dans la réalisation ici de Jacques Bonny, c'est l'emploi de la grisaille. Jusqu'à présent, Elvire Jean avait travaillé avec des maîtres verriers qui n'avaient pas employé la grisaille. À sa demande ou à la proposition du maître verrier, je ne le sais pas, sachant que la grisaille est un élément qui a divisé les peintres de l'école de Paris qui ont fait du vitrail. Manessier y était par exemple complètement opposé. Il considérait que la grisaille ajoutait une fausse patine au vitrail que le temps finirait de toute façon par lui donner. Mais Jean Bazin, par exemple, l'a beaucoup utilisé dans ses réalisations de vitraux. Elvire Jean, jusqu'à présent, ne l'avait pas utilisé. Jacques Bonny semble peut-être lui avoir proposé pour cette réalisation de l'employer. Et il est très intéressant de noter que l'emploi de la grisaille vient ici donner un grand dynamisme à ses compositions et vient traduire l'esprit des aquarelles précédentes que nous avons pu voir et dont nous pouvons imaginer qu'elle a créé une aquarelle assez semblable pour ce projet. Cela crée des nuances sur les verres de couleur qui viennent donc ajouter à cet effet flamboyant du vitrail. Et surtout, Jacques Bonny semble l'avoir utilisé pour souligner certains tracés de plomb et pour également rajouter certains tracés en travers de certains éléments de vitrail pour encore une fois accentuer ce côté ascendant que l'on retrouve dans les aquarelles préparatoires d'Elvire Jean. J'en arrive à la dernière réalisation de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, dernière réalisation d'Elvire Jean pour un édifice religieux en France, entre 1986 et 1987. Donc, comme l'ont mentionné les communications précédentes, il s'agit initialement d'un projet qui est confié d'abord à Jean Bazin, mais Jean Bazin décide d'inviter plusieurs de ses amis peintres à réaliser des projets de vitraux pour cette cathédrale. La cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite à l'identique après la guerre, mais ce n'est que dans les années 80 qu'elle va être pourvue d'un nouveau programme de vitraux. Et donc c'est pour cela qu'Elvire Jean, Jean Bazin, Manessier, Lemoyle et bien d'autres artistes interviennent seulement en 1986 dans cette église. Jean Bazin propose d'abord un plan de lumière à l'ensemble des artistes qui pourront guider leur création, mais il laisse chaque artiste libre de proposer un projet différent. Il s'accorde néanmoins sur le thème général de l'édifice, qui sera sur la proposition d'Elvire Jean, Mort et résurrection, pour évoquer justement la destruction et la renaissance de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Elvire Jean va quant à elle travailler sur la thématique du pain et du vin, avec des vitraux d'une part à dominante bleue et jaune, comme vous l'avez ici, mais également des vitraux à dominante rouge. Elle crée 6 baies pour cette cathédrale. C'est son plus grand programme de vitraux après la réalisation de Notre-Dame de Tours en Suisse que nous avons évoqué. Elle travaille de nouveau sur ce projet avec Jacques Bonny, qui avait donc réalisé son vitrail à Chenôve et qui réemploie encore une fois la grisaille pour accentuer les effets de contraste sur la composition des vitraux qu'elle réalise pour Saint-Dié-des-Vosges. Ici, des éléments de détail qui permettent justement de bien voir cette grisaille et de voir les effets de contraste qu'elle apporte au vitrail d'Elvire Jean. Et pour terminer, petit vitrail bonus, Madame Sauterelle vient d'évoquer l'exposition organisée en 1988 par Michel Elchinger dans son atelier pour les 20 ans de son travail en tant qu'indépendant, en tant que maître verrier indépendant. Manessier avait fourni un carton de vitrail à Michel Elchinger. Elvire Jean fit de même, et tout comme Manessier, elle proposait un vitrail dans les tons chauds, que Michel Elchinger réalisa pour l'exposition. Ce vitrail est assez différent dans sa composition par rapport aux vitraux que nous avons vus à présent, avec des bandes de verre beaucoup plus fines, même si on le retrouve ce rythme ascendant que nous avons vu tout au long de l'évolution des vitraux d'Elvire Jean. Et encore une fois, on remarque une forte corrélation entre ses créations de vitrail et sa création picturale dans les mêmes années, puisque nous avons ici cette réalisation de 1989, donc peinture réalisée un an après le vitrail pour l'exposition de Michel Elchinger, et qui permet de voir jusqu'au bout l'influence des deux techniques dans le travail d'Elvire Jean.
Elvire Jean donc aura créé tout au long de sa vie à la fois de la peinture et des vitraux. Elle aura travaillé avec un grand nombre de maîtres verriers qui ont interprété différemment ses productions, ce qui donne une richesse à son corpus puisque les créations sont assez différentes d'un projet à l'autre et qui permettent également de mesurer l'importance donc de ce dialogue entre le maître verrier et l'artiste et qui permettent de découvrir donc ces réalisations d'Elvire Jean qui demeuraient encore jusqu'à présent peu connues. Un grand nombre des visuels que vous avez vus aujourd'hui n'ont jamais fait l'objet de publication ou n'avaient jamais été présentés au public. Elvire Jean, jusqu'à la fin de sa vie, est demeurée ouverte à toutes les nouveautés, à toutes les nouvelles créations. Elle se faisait de nombreux amis et devenait également amie avec des artistes parfois plus jeunes qu'elle encourageait dans leur travail. Certains étaient peintres, d'autres sont amenés à faire du vitrail, comme l'artiste coréenne Bang Aïcha, dont va maintenant nous parler Madame Jourdeuil. Je vous remercie de votre attention.